À la une ce soir. J'annonce mon intention de me présenter comme candidate députée dans le comté de Trois-Rivières. C'est officiel, Christine Fréchette confirme sa candidature dans Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Quand je prends une décision de cette nature-là, j'écoute mes tripes. Et c'est ça qui m'a guidée dans cette réflexion-là. Dur lendemain de déménagement, des dépotoirs à ciel ouvert partout en ville en pleine période de chaleur intense. Nous avons aussi le service de santé qui connaît les personnes, entre autres, âgées qui sont, par exemple, toutes seules dans leur maison. Le plus important pour les prochains jours, ça va être la sécurité des personnes les plus vulnérables. Et à quelques jours du 250e anniversaire des États-Unis, on s'intéresse aux communautés francophones au sud de la frontière. On sent que nous sommes des Américains, mais en même temps, nous sommes des Louisianais. On est toujours plus fort quand on célèbre le fait qu'on est divers. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon jeudi tout le monde. C'était le secret le moins bien gardé. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui est officiellement la candidate de la CAQ dans le comté de Trois-Rivières. Donc, sera-t-elle capable de conserver le siège occupé jusqu'ici par le ministre Jean Boulet? On retrouve notre collègue sous la pluie en Mauricie. Alors, Nicolas, comment sa candidature est accueillie chez vous? Oui, les gens s'y attendaient à Mauricie. En fait, c'était un secret de polichinelle, mais maintenant, c'est confirmé. Christine Fréchette se présentera dans Trois-Rivières, sa ville natale, aux prochaines élections en octobre prochain. Aujourd'hui, elle était accompagnée de plusieurs ténors de la CAQ, dont Jean Boulet, l'actuel député de Trois-Rivières, qui quittera la vie politique prochainement. En se portant candidate dans Trois-Rivières, la première ministre de Québec quittera sa circonscription de Sanguinet, où elle s'est fait élire pour la première fois en 2022. J'étais à la conférence de presse aujourd'hui. Voici mon reportage. C'est donc avec beaucoup d'émotion, de fierté, puis un très grand sens des responsabilités que j'annonce mon intention de me présenter comme candidate députée dans le comté de Trois-Rivières. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, est officiellement candidate pour la CAQ dans Trois-Rivières, comté que Jean Boulet, ministre du Travail, détient depuis 8 ans. Ce dernier a récemment rapporté qu'il ne se représentait pas. Et lorsque Jean m'a approché, une réflexion s'est entamée. Et j'ai un enracinement avec les gens de Sanguinet. J'ai un enracinement avec les gens ici. Et finalement, je me suis dit, je pense qu'en revenant à Trois-Rivières, c'est une sorte de retour aux sources. C'est une façon comme de boucler la boucle par rapport à Trois-Rivières. Christine a démontré au cours des dernières années qu'elle savait prendre des décisions difficiles, rassembler les gens et faire avancer des dossiers complexes. Outre les importants enjeux comme l'éducation et la santé, Christine Fréchette souhaite se pencher davantage sur l'itinérance, qui est un problème partout au Québec, dont à Trois-Rivières. Les fois où je suis venue à Trois-Rivières ces dernières années, j'ai été témoin, en fait, de l'augmentation de ce phénomène, de l'itinérance, notamment au centre-ville de Trois-Rivières. Et par conséquent, on est déjà à l'œuvre. Moi, j'ai priorisé ça. J'ai demandé au ministre Carman, puis on l'a réalisé il y a quelques semaines, d'investir. On a investi 28 millions de dollars pour des nouvelles formules en lien avec l'itinérance. Elle a aussi décoché une flèche à ses rivaux politiques, dont Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand je regarde le Parti québécois, c'est le référendum. Je veux dire, la grande majorité des Québécois n'en veulent pas de ce parti pour déclencher un référendum. Et puis au niveau des libéraux, j'ai l'impression qu'ils se cherchent. Christine Fréchette assure avoir des liens forts avec Trois-Rivières, qui l'a vu grandir. Mais les électeurs, eux, qu'en pensent-ils? On voit qu'elle est ferme puis qu'elle veut accomplir vraiment, là. Elle veut donner un coup de pouce aux Québécois. J'ai rien contre Mme Fréchette, sauf que je trouve que dernièrement, elle n'a pas été... on lui a demandé c'était quoi la dette du Québec, tout ça, puis elle n'était pas capable de répondre à ces questions-là. Moi, je trouve que Trois-Rivières aurait peut-être besoin d'elle. Ça pourrait vraiment être avantageux pour Trois-Rivières. Dans Trois-Rivières s'annonce donc serré avec Christine Fréchette de la CAQ, Valérie Renaud-Martin du Parti libéral et Stephen Roy-Collin de Québec solidaire. Jean Pellerin s'est dernièrement porté candidat à l'investiture du Parti québécois, alors que le Parti conservateur, lui, n'a toujours pas présenté de candidat. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron, pour Nouveau Info. Bonjour Alain. Bonjour Marie-Claude. Bon, alors c'est fait, on s'en doutait quand même. Ouais. Est-ce que Mme Fréchette a de meilleures chances dans Trois-Rivières? Parce que c'est rare de voir comme ça des premières ou des premières ministres, finalement, changer de circonscription. Oui, tout à fait. Bien, je pense qu'elle a de meilleures chances là qu'à Sanguinet, où elle aurait affronté Alain Thérien, un ancien député tant de l'Assemblée nationale que du Parlement canadien. Mais c'est quand même une décision qui est purement stratégique, là. Je me suis amusé à faire des recherches, voir est-ce qu'il y a d'autres premiers ministres ou chefs de parti qui ont changé en cours
cours de route comme ça de circonscription, mais pas dans un cas précis comme celui-ci en pleine fonction. J'ai trouvé Robert Bourassa en 1985 qui avait gagné l'élection, mais perdu dans sa circonscription. Donc, un peu comme Pierre Poilievre lors de la dernière élection fédérale qui s'est présenté dans une autre circonscription. On a Brian Mulroney lorsqu'il a été élu chef du Parti progressiste conservateur, mais qui n'était pas encore au Parlement canadien, qui s'est fait élire en Nouvelle-Écosse et là, à l'élection générale, qui s'est fait élire dans Bécomo, Manicouagan. Mais comme ça, en cours de route, il fallait vraiment qu'il y ait une opportunité en or qui se présente à elle pour aller dans une circonscription où elle avait plus de chances de gagner que dans Sanguinet. Là. Et là, on l'a entendu dans le reportage de notre collègue à Trois-Rivières, dit « Je suis enraciné dans Sanguinet, je suis enraciné à Trois-Rivières ». Mais délaisse quand même une partie des électeurs. Est-ce que ça peut avoir un coût politique? Bien, je dirais peut-être en Sanguinet, j'ai l'impression que la CAQ a lâché prise sur cette circonscription, mais pour elle, d'aller dans la Mauricie, qui est quand même une grande région métropolitaine avec un pôle médiatique, en plus de la région de Québec où ils font relativement bien, la CAQ. Je pense que c'est un choix qui risque de rayonner sur tous les autres candidats de cette région. Ça risque de faire aussi boule de neige jusqu'au centre du Québec, dans mon coin de pays, parce que là, on va en entendre parler beaucoup plus. Puis, bien, il faut le dire, quand on est chef de parti, on a une notoriété supplémentaire. Les gens s'associent, ils ont l'impression que advenant le cas qu'elle gagne, elle pourrait aider un peu plus leur région respective. On est comme un peu dans une drôle de situation parce qu'on on présente des candidats, dont celle de Mme Fréchette, mais en même temps, on continue de faire des annonces. Le gouvernement continue de travailler en promettant, entre autres, des maisons préfabriquées, plus abordables pour régler la crise du logement. En tant qu'ancien maire, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, Samuel Poulin, ça fait longtemps qu'il voulait lancer ce projet. J'ai eu la chance de parler avec des gens de la CAQ. Donc, l'objectif, c'est de permettre à des jeunes, particulièrement pour l'achat de première maison, d'avoir une maison moins chère. Donc, il met ça à 350 000. Je te dirais que comme ancien maire, je trouve que c'est une excellente idée. Là, maintenant, le problème, c'est que c'est annoncé à la toute fin du mandat. Est-ce qu'on aura vraiment le temps de voir cela se réaliser? J'ai bien plus l'impression que ça risque d'être une promesse dans la plateforme électorale de la CAQ. Donc, une façon pour eux de faire du pouce là-dessus. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Maintenant, la GRC a frappé pour démanteler un présumé réseau de passeurs en matinée dans l'arrondissement de Montréal-Nord. La résidence ciblée pourrait avoir servi d'hébergement temporaire pour des migrants qui ont traversé illégalement la frontière ou qui s'apprêtaient à le faire. 2 personnes ont été arrêtées, un présumé passeur et un migrant. La police a aussi mené des perquisitions. L'enquête se poursuit. Les États-Unis s'apprêtent à souligner les 250 ans de la déclaration d'indépendance face à l'Empire britannique. Pour marquer le coup, les Américains sont invités à se replonger dans leur histoire. Et ma collègue Sabrina Rivet s'est rendue de l'autre côté de la frontière pour voir comment ça se vit. Ce n'est définitivement pas la meilleure journée pour faire de la route. Je suis arrivée à Champlain, aux États-Unis. Je suis partie très tôt ce matin, mais il faut quand même que je m'arrange un petit peu. Je m'en vais rencontrer la directrice d'un musée. Je me rappelle de ça, les soirées, les veillées. L'historienne Céline Racine-Paquette a fondé le centre historique Samuel de Champlain dans l'État de New York. Et pour cette femme de descendance canadienne-française, il était important d'organiser des activités de commémoration. Well, we have to remind people that 250 is a long time. I know compared to countries in Europe it isn't, but 250 as a republic and with all the freedoms we have, and we haven't had, well, we've had a couple wars, but our country has held together. Can you speak a little bit of French now? Or... Yes? My mother was from l'Acadie. I don't know if you know l'Acadie. Oui, l'Acadie, small town. Near Saint-Jean, sur Richelieu. Je suis très fière d'être américaine. Toutes les libertés que nous avons, les opportunités pour le travail, pour l'éducation. C'est vraiment important, ce qu'on m'a dit, qu'il y a des activités un peu partout à travers les États-Unis, mais c'est particulièrement important dans les petites villes, comme ici à Champlain. You know, the history in 250 years covers a lot of major events, and I think we mainly focus on the major events. But sometimes the major events have very local impact. So if you take something, for example, like the War of 1812, we think of that as coming out of a history book. But here in Champlain, the soldiers were actually here. They were living here. They were spending time here. There were treaties that were negotiated here. So it's a very local impact. C'est le temps maintenant de remettre le cap sur Montréal. À mon retour, j'ai rencontré 2 Franco-américaines de passage au Québec. Je m'appelle Kelsey Dougherty, je viens de la Louisiane et j'habite actuellement à la Nouvelle-Orléans. En ce moment, au présent, aux États-Unis et en Louisiane, on sent que
que nous sommes des Américains, mais en même temps, nous sommes des Louisianais aussi. Et pour moi, des fois, c'est plus important parce que c'est ma communauté immédiate. Et malgré la situation aux États-Unis, l'espoir demeure. J'ai vraiment de confiance en où on pourrait être avec les jeunes qui participent dans le monde américain maintenant, aujourd'hui. Et je pense que les États-Unis, c'est un pays d'immigrants, et donc on est toujours plus fort quand on célèbre le fait qu'on est divers, on est culturel. Et ça, c'est ce que je vois dans les jeunes américaines. Et j'ai demandé à la fondatrice du musée Samuel de Champlain si les gens allaient avoir le cœur à la fête. Well, people are always willing to have a party. Of course. And if there's food, that always helps. And so most of these activities combine with food and camaraderie and friends and games and fun. So they don't always take it too seriously, but they know it's there and they're proud of their stars and stripes. Underneath it all, they're very proud to be Americans. Yeah. À Champlain, dans l'État de New York, et à Montréal, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Vous êtes promené à Montréal aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué que certains trottoirs de la métropole ont des allures de dépotoir à ciel ouvert en ce lendemain de déménagement des meubles, des matelas, des électroménagers. On a l'impression que le contenu de logements en entier se sont retrouvés à la rue. Et avec la chaleur et l'humidité, des odeurs parfois désagréables s'en dégagent. Il la mouche. On croit que 5 tonnes d'encombrants vont être ramassées prochainement. La ville assure que cela va prendre une semaine pour les équipes de nettoyage pour en venir à bout. Et il y a d'ailleurs des équipes supplémentaires dans les quartiers Mercier, Hochelaga, Maisonneuve et Ville-Marie. D'une part, j'aimerais ça que l'ensemble des citoyens qui déménagent se sentent aussi responsables des déchets qu'ils laissent derrière eux. Ce que je me rends compte depuis que je suis arrivée à Montréal, c'est qu'au niveau de la propreté, au niveau du déneigement, au niveau des nids de poules, nous avons un défi énorme d'équipement. Les résidents de Montréal pourraient, en temps normal, se risquer à une amende pouvant aller jusqu'à 4 000 $. Je ne suis pas actuellement encore dans la partie coercitive. Est-ce que d'ici l'année prochaine, ça va être quelque chose qu'on va devoir réfléchir et faire? Je pense que c'est une question qui se pose. Puis c'est pas à l'ensemble de la population à prendre le coup de, malheureusement, certaines personnes qui se sont laissées traîner. Hier, c'était le 1er juillet. Donc, il faut laisser quand même le temps de récupérer soit les meubles, soit les matériaux, les objets, mais aussi les déchets. Là, c'est une autre histoire. Ça me dérange parce qu'aussi à Montréal, on a la possibilité d'avoir les endroits qui sont corrects pour jeter nos choses. Je pense que ça, c'est un manque d'organisation. Puis, c'est vrai que les gens font un petit peu la balade de Montréal pour trouver des objets le lendemain, généralement. Est-ce que vous allez faire ça, vous aussi? Jamais. Ben, trop peur des punaises. Je regarde quand même s'il y a des choses le fun, mais ça me dérange pas du tout. À Montréal, il y a 7 éco-centres et plusieurs organismes pour récupérer des meubles. D'ailleurs, pour Recy Québec, eh bien, des options, il y en a. L'idée, à la base, c'est de s'assurer de produire le moins d'encombrants possible. Il ne faut pas oublier que des fois, le déchet, notre propre déchet, c'est une ressource pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est de s'assurer de garder le plus longtemps possible les produits, les biens. Il y a des friperies, des ressourceries. Il y a aussi auprès des églises où on peut amener certains biens qu'on n'a plus de besoin. Les meubles qu'on voit, par exemple, dernier mois, ils ne vont pas être réemployés, ils vont aller au dépotoir. Donc ça, c'est très malheureux. Dès qu'on sait qu'on va déménager, là, quelques semaines ou quelques mois, même avant le 1er juillet, il faut commencer à penser à qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on ne va pas garder. Donc les meubles, le linge, les petits électroménagers, les télévisions, tout ça. Et puis c'est pas agréable de regarder ça dans le quartier où on habite, de se promener avec des poubelles à gauche et à droite. Donc, il y a une question aussi de civisme beaucoup. Donc, ça aussi, c'est important de le rappeler aux gens que ça a des impacts, oui, sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie des gens. Alors oui, chaque année, le problème des encombrants est de retour, mais cette année, moins que d'habitude. Alors attention, c'est pas parce que les gens font plus attention nécessairement, mais plutôt parce qu'il y a une crise du logement et donc moins de déménagement. Et oui, un problème en cache souvent un autre. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Et bien sûr, en ce lendemain de 1er juillet, les refuges Prenez-Mots sont surchargés. Les logements qui acceptent les animaux de compagnie se font de plus en plus rares. Et comme à chaque année, des propriétaires ont choisi de se départir de leurs petits compagnons. Au nouveau refuge Pro-Anima, on dit recevoir près d'une 50aine d'animaux chaque jour, le double qu'en temps normal. La SPCA continue aussi d'agir en tant que refuge, mais se concentre maintenant sur la sensibilisation et la protection des animaux.
On peut dire qu'à peu près 87 des logements n'acceptent pas ou mettent des restrictions très importantes pour avoir des animaux avec nous. Donc, c'est difficile. Il y a 50 des familles qui possèdent des animaux, qui vivent avec des animaux au Québec. Donc, l'équation se fait pas. Il faut rappeler que c'est pas la majorité des propriétaires d'animaux qui ne sont pas responsables. C'est plutôt l'inverse. Donc, la majorité des gens s'occupent bien de leurs animaux. Donc, même dans un logement, vont bien s'en occuper. La planète vibre présentement au rythme de la Coupe du monde de soccer et c'est un sport qui est très populaire, dont chez nous, 200 000 jeunes Québécois le pratiquent. Mais il y a une tendance qui est très préoccupante présentement. En 15 ans, les blessures aux genoux ont explosé chez les enfants qui jouent au soccer. Les spécialistes de l'hôpital Sainte-Justine lancent d'ailleurs un appel à la prévention. Marie-Cas Simard. Avec le retour de l'été, le retour des parties de soccer récréatives. Mais personne n'est à l'abri d'une blessure et encore moins nos jeunes, au point où les spécialistes de l'hôpital Sainte-Justine tirent la sonnette d'alarme. Si on prend tous les jeunes de moins de 18 ans, on a une hausse de 38 de déchirures de ligaments croisés antérieurs. On a dû changer un petit peu nos priorités pour être capable d'absorber toute cette clientèle-là. C'est des postes opératoires, ils sont prioritaires, fait qu'il a fallu, malheureusement, couper ailleurs. Ça va faire presque 10 ans que tu joues au soccer. Puis il y a 2 ans, il t'est arrivé une mésaventure. Plus qu'une mésaventure, tu t'es blessé en jouant au soccer. C'est arrivé soudainement. Il y a une fille qui est arrivée par derrière. Puis sur le coup, ça l'avait vraiment pas l'air grave parce que c'est juste genre un petit contact minime. Je me sentais bien, mais le lendemain, j'avais vraiment mal. Quand le physio m'a dit « Ah, ça se peut que tu ailles une blessure au genou, appelez le LCA », j'étais comme « Hein? » J'ai tellement pas entendu ça souvent, puis on m'a pas prévenu de ça. Il faut se l'être déchiré pour comprendre exactement c'est quoi, parce que c'est très technique. Ça, on a un exemple de genou. Pouvez-vous nous aider à comprendre? Ça, c'est le genou vu de face. Okay. Puis, à l'intérieur, on a le ligament croisé antérieur. Puis, son rôle, c'est vraiment de prévenir les mouvements de torsion. Il y a 2 à 6 fois plus de chances que les filles se déchirent le LCA. En fait, ça va jusqu'à 8 Beaucoup de filles qui jouent au soccer qui se déchirent les ligaments croisés. Pourquoi plus de filles que de gars? Un peu une question anatomique, le développement du système neuromusculaire, tout ce qui est équilibre, la qualité des squats qui font les filles, c'est moins bon. La raison pour laquelle vous lancez une sonnette d'alarme en ce début de la saison estivale, c'est qu'on peut prévenir ces blessures-là. Avec la prévention, vous me dites 60 des cas pourraient être épargnés. C'est un message tellement important. Et ce que ça prend, c'est un petit programme. Travailler l'équilibre, la qualité des squats, travailler le tronc. Est-ce que tu veux m'en montrer quelques-uns? Oui, on peut. Oui, il y a des choses très simples. Tout ce qui est, mettons, de l'équilibre sur un pied, ça peut aider. Fait que juste se tenir en équilibre, faire des squats, faire des fentes. Il y a une bonne technique de squat. C'est quoi la bonne technique de squat, Mélanie? Il ne faut jamais que les genoux ils dépassent les orteils. Pourquoi il y a une hausse si grande? Oui, c'est important. Mais une des hypothèses principales, c'est vraiment le fait que les jeunes de nos jours font un sport intense plus souvent, de façon comme continue pendant l'année. Un critère assez simple, habituellement, qu'on recommande aux jeunes de ne pas faire plus d'heures de sport que leur âge par semaine. Fait qu'un athlète de 13 ans devrait faire maximum 13 heures de sport par semaine. C'est pas toujours respecté. Persévérer, puis la performance, ça vient de toujours s'entraîner sur un terrain. Mais vraiment, je pense que le repos, ça fait aussi partie de la performance. Lève un petit peu plus. À Montréal, Marie-Cas Simard pour Nouveau Info. Bonsoir Marie-Claude. Là, Montréal se prépare à entrer dans une semaine complètement cirque. 17e édition de Montréal complètement cirque. Ça commence ce soir, entre autres, à la TAU avec le spectacle La Chute des Anges. Une superbe programmation, autant des spectacles qui sont extérieurs, qui sont en salle, des spectacles même qui sont gratuits. Nouveauté cette année, c'est entre autres la Circothèque où on vous présente différents ateliers pour vous intéresser au monde du cirque. C'est complètement gratuit. Et j'ai rencontré plus tôt cette semaine l'ambassadrice et plongeuse Lisanne Richard qui me parlait pourquoi c'est important d'encourager le cirque, qui invitait les gens là, à prendre part au festival. Je trouve que ce festival-là est audacieux par les choix aussi pour la programmation. Puis ça, c'est une chose qui me touche beaucoup dans la vie, l'audace. Tu sais, au Québec, on encourage énormément nos chanteurs, nos humoristes, puis c'est parfait. Il y a tellement de talent, mais il y a tellement de talent artistique, justement. Et puis, les arts de la scène, les arts du cirque, c'est complètement complet. Puis ça fait partie de notre identité québécoise. Donc, j'aimerais ça que des nouvelles personnes s'intéressent aux arts du cirque.
montréalcompletemancirque.com pour toute la programmation. C'est jusqu'au 12 juillet. Et Raphaël, à New York, on se prépare pour le grand mariage de Taylor Swift. Il y a des spéculations là, autour du Madison Square Garden à New York. Taylor Swift qui se marierait là, au Madison Square Garden. Il y a beaucoup d'activations autour de l'amphithéâtre. On voit plusieurs équipes là, qui transportent différentes caisses. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On sait pas, il n'y a rien de confirmé. Mais il y a entre autres les responsables municipaux là, qui disent qu'effectivement, il y aurait un grand événement en fin de semaine. Donc, qu'on sait, c'est qu'il y aurait une répétition ce soir. Demain, environ 1000 invités qui seraient attendus pour le mariage de Travis Kelce et de Taylor Swift. Et il y a une source qui confirmait à CNN, une organisatrice de mariage qui disait un mariage comme celui-là, là, organisé, habillé, là, un amphithéâtre comme le Madison Square Garden, ça pourrait coûter entre 10 et 15 millions de dollars. Bon, c'est pas cher à payer là, pour Taylor Swift. Un petit mariage comme ça. Mais même les invités, il y a une semaine, entre autres, George Kittle, joueur de football, qui disait qu'il ne savait même pas c'était où la cérémonie. Donc, c'est assez gardé assez secret. On va surveiller ça pour vous, évidemment. On aura plus de détails demain. Taylor Swift, donc, qui se marierait avec Travis Kelce au Madison Square Garden. Ça spécule, on s'en parle demain. Merci, Raphaël. À demain. Pour qui les vacances commencent assez bien, la vie d'un couple de Sorel-Tracy ne sera plus jamais la même. Joseph Gosselin-Rompré et Mylène Bourgeois ont remporté 40 millions de dollars au Loto Max du 26 juin. C'est juste avant de se rendre un voyage de pêche que le quarantenaire a acheté son billet gagnant. Le couple compte s'acheter une nouvelle maison, mais n'a pas encore de plan précis. Chose certaine, le père de famille va arrêter de travailler, du moins pour l'instant. Comment vous avez réagi? C'est impossible à décrire. On y croit pas. J'ai validé le billet 5 fois pour être sûr. Puis après ça, j'ai décidé, je dis, tiens, je vais aller au dépanneur voir si la machine fait un bruit différent avec un gros lot. Effectivement, la machine fait un bruit différent, mais je pourrais pas vous le dire là, parce que je me rappelle plus sous le coup d'émotion. Mais après ça, c'est ça. Ma fille m'a demandé, elle dit, papa, je peux sortir une slush. J'ai dit, fille, tu peux avoir ce que tu veux. Avec ce qu'on vient de gagner, tu peux avoir ce que tu veux. C'est sûr que ça change quand même les plans de vacances. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin. À 22h, on va prendre des nouvelles des personnes en situation d'itinérance pour qui la chaleur intense devient un enjeu de santé, un enjeu de sécurité. On va discuter avec le directeur de la mission, Oldbury. À tantôt tout le monde.